Quelques remarques de Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève sur la situation économique américaine avant le grand chiffre de l'emploi demain. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management en Suisse, à Genève, je le disais Thomas. En fait, j'ai une question. On a le grand chiffre de l'emploi américain demain, le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois d'avril. On attend des chiffres très élevés, au moins aussi forts que les créations d'emplois qu'on avait pu observer le mois précédent, autour de 1 million d'emplois peut-être attendus sur le mois d'avril. Thomas, est-ce que les entreprises américaines vont pouvoir réembaucher aussi vite, aussi rapidement toute la main-d'œuvre dont elles ont besoin aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, deux choses. D'une part, au point de vue de la demande de travail, il faut quand même insister là-dessus, elle est très forte. Donc, on voit que tous les signaux sont verts en termes de volonté d'embauche. Les entreprises veulent embaucher. Clairement, si on mettait tous les indicateurs macroéconomiques qui sont relatifs au marché de l'emploi, on pourrait avoir, d'après les modèles dits traditionnels, ça pointe vers 1,5 million d'embauches potentiellement le mois dernier, donc sur un chiffre très fort. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment la réalité ? Et en effet, comme vous le dites, on a quand même des signes d'un grand déséquilibre dans le marché de l'emploi entre vraiment les employés et les employeurs, c'est-à-dire qu'on a un certain attentisme, surtout dans les employés qui sont dans les services, ceux qui travaillent dans les restaurants, par exemple dans les loisirs, dans le tourisme. Est-ce que ces employés vont vraiment revenir ? Et les enquêtes qu'on a eues cette semaine montrent, les enquêtes des entreprises, les fameux indicateurs ISM, montrent qu'il y a un déséquilibre et que les entreprises ont eu de la peine à recruter. Donc ça montre quand même qu'on pourrait, malgré des modèles théoriques qui montrent potentiellement un bond très fort et potentiellement même au-dessus du consensus, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir une déception étant donné qualitativement ce déséquilibre sur le marché de l'emploi. C'est ce que j'appelle les limites physiques de la reprise, et c'est vrai qu'on l'a vu à travers les enquêtes ISM dans le secteur manufacturier, et on sent qu'à un moment il y a une telle demande, de telle pénurie du côté de l'offre qu'il y a une limite physique qu'on peut pas franchir. Mais sur le marché du travail, comment vous expliquez, alors qu'on a peut-être, officiellement je crois que le chiffre est de 8 millions 5 d'emplois encore détruits par rapport au niveau d'avant-crise, peut-être 10 millions même si on prend des bases élargies sur le marché du travail, Thomas. Comment vous expliquez que certains employés, peut-être, ne soient pas tout de suite disponibles pour correspondre à un emploi qui est aujourd'hui en attente d'être pourvu ? Alors l'explication est assez simple aux États-Unis, elle a trait à la générosité du gouvernement fédéral. Je rappelle que les allocations chômage ont été dopées jusqu'au mois de septembre, et en effet, il est quand même à souligner que certains employés préfèrent, en effet, les allocations chômage qui ont été vraiment dopées et redopées une fois que Biden est arrivé au pouvoir au mois de janvier, puisque les allocations chômage ont été les allocations chômage extraordinaires du gouvernement fédéral ont été étendues jusqu'au mois de septembre. Donc en effet, il y a un problème là-dessus, c'est que et notamment ce qui se passe, c'est qu'il y a deux façons d'ajuster l'offre et la demande sur un marché, à travers la quantité ou à travers le prix. Et là, on n'a pas l'impression que les entreprises américaines ont envie de matériellement augmenter les salaires. Et donc, il y a un ajustement par la quantité qui se fait, c'est-à-dire tout simplement les employés préfèrent soit rester chez eux, ou aussi, on a aussi des phénomènes que les salariés ont changé de secteur d'activité pendant la crise. Ça, c'est un phénomène important. Et d'ailleurs, troisième phénomène qui est aussi rentrant en compte dans ce déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a des nouveaux secteurs qui sont apparus. Je pense notamment évidemment au secteur de l'Internet, mais aussi au secteur des nouvelles énergies. Et là, il y a des nouveaux métiers qui sont nécessaires, qui sont demandés, et il n'y a pas forcément en face les employés qui ont les qualifications nécessaires. Très intéressant, on suivra avec beaucoup d'attention effectivement cette dynamique du marché du travail américain. Alors on a eu les chiffres de création dans le secteur privé hier qui étaient plutôt en accélération par rapport au mois de mars. On aura les inscriptions hebdomadaires au chômage cet après-midi et puis ce grand rapport mensuel du marché du travail américain demain à 14h30 heure française. Thomas, je voulais que vous m'apportiez aussi peut-être un éclairage sur la petite phrase de Janet Yellen qui a fait couler un peu d'encre en début de semaine. Janet Yellen qui s'exprimait. Alors ce sont des remarques et des commentaires qui avaient été enregistrés
enregistrés le lundi, je crois, et qui ont été diffusés dans la journée de mardi. Une conférence ou des remarques au cours desquelles Janet Yellen a évoqué la possibilité d'une forte croissance américaine et qu'à un moment, peut-être, si cette forte croissance s'installait dans le temps, il faudrait, j'essaye de traduire, il faudrait peut-être qu'à un moment, les taux d'intérêt augmentent quelque peu pour éviter un risque de surchauffe trop important de l'économie américaine. Évidemment, avec un passé encore récent de présidente de la Fed, tout le monde a sauté sur cette petite phrase. Comment est-ce qu'on l'explique ? Est-ce que c'est une gaffe de la part de Janet Yellen ? Est-ce que c'est un argument que vous achetez ou est-ce qu'il y a d'autres explications possibles, Thomas ? Oui, alors je dirais pas trop dans ces propos, même si en effet, ils ont évidemment son sujet à beaucoup d'interprétations, surtout qu'il y avait une certaine ambiguïté, puisqu'on ne sait pas si Janet Yellen se faisait référence au taux de marché, les taux d'intérêt long terme dictés par le marché, ou si elle faisait référence au taux de la Réserve fédérale, le taux court terme. Elle n'a pas parlé, je crois, dans la version anglaise. Dans la version anglaise, elle ne parle pas des Fed Funds, elle parle des interest rates. Voilà, interest rates, mais de facto, étant donné son ancienne casquette de présidente de la Fed, de facto, il y a les gens ont fait comme un raccourci en disant est-ce que c'était potentiellement un signe que la Fed devrait peut-être resserrer les taux davantage. Voilà, moi je pense que c'était un peu une maladresse plus qu'autre chose. Il n'y avait pas de signe concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale, surtout qu'il y a eu un avalanche de speech, donc de discours des membres de la Fed, qui sont tous quasiment à l'unisson pour dire on n'est pas prêt de retirer les achats d'actifs et on est encore moins prêt pour remonter les taux d'intérêt. Donc on a un message globalement très dovish de la part de la Réserve fédérale. C'est aussi pour ça que le marché obligataire lui-même ne s'est pas plus excité que ça après les propos de Janet Yellen. Je pense que voilà, c'est une maladresse et j'ai envie de dire aussi tout simplement un constat de la situation qui fait qu'en effet, les taux d'intérêt long terme ont eu tendance à monter depuis le début de l'année, en partie parce que voilà, la politique monétaire est très expansionniste, la politique budgétaire est également très expansionniste, et en plus, on a une reprise cyclique au niveau mondial, tout ça qui, dans la théorie macroéconomique, quelque chose dont elle est très friande d'ailleurs, la théorie macroéconomique dit que les taux long terme, en tout cas, doivent monter dans ce contexte. Un dernier mot peut-être, Thomas. Alors on est évidemment là sur des sujets géopolitiques qui nous éloignent un peu de l'économie, mais le rapport de force entre les États-Unis et la Chine est toujours un sujet important pour les investisseurs. On peut rajouter l'Europe également dans l'équation. Il y avait un G7 des ministres des Affaires étrangères qui se tenait hier, qui visiblement s'est pas très bien passé, avec des accusations assez directes qui ont été écrites dans le compte-rendu à l'encontre de la Chine sur la question de Taïwan, la question des droits de l'homme, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, et ce serait sans doute un signal quand même assez puissant, que les États-Unis boycottent, et je crois que l'idée avait été évoquée, boycottent les Jeux Olympiques de Pékin l'an prochain, Thomas ? Tout à fait. Donc déjà, il faut dire que la relation entre les États-Unis et la Chine est très tendue. Une interprétation du meeting du G7, c'est que Tony Blinken, donc le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, cherche une coalition parmi les pays européens pour faire bloc par rapport à la Chine. Les reproches faits à la Chine concernent plusieurs pans. Il y a le pan des droits de l'homme, il y a aussi le pan économique, il y a le pan de la santé. Il y a vraiment beaucoup sur la table concernant la Chine. La question des Jeux Olympiques de 2022 est en effet une vraie question, puisque c'est des choses, c'est des thèmes qui courent à Washington. Est-ce que les États-Unis ne devraient pas boycotter ces Jeux Olympiques ? Je ne pense pas qu'on ira jusque-là, mais le fait même de poser la question montre à quel point la relation est tendue, et beaucoup d'officiels américains se penchent sur la question, et notamment sur la question de Taïwan, et notamment ces derniers jours, la vraie question c'est quid du support américain à Taïwan, et faut-il clarifier la doctrine par rapport à Taïwan ? Et je pense qu'en sous-main, cette tension-là continuera, à mon avis, à affecter le moral des investisseurs, puisque encore une fois, on est dans un statu quo par rapport à l'ère Trump. Il n'y a pas d'escalade dans les menaces concrètes, dans les répercussions concrètes, mais il n'y a pas non plus de désescalade. Voilà, les tarifs douaniers sont en place, les contrôles à l'export, notamment sur la technologie, restent en place. Donc on est dans une situation qui reste
très tendue. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos commentaires Merci. du jour sur la situation américaine. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève.